Donc là, on vient de faire l'analyse infrarouge de la molécule. Pour aller plus loin dans l'analyse, nous allons faire un spectre RMN pour déterminer la structure complète de la molécule. On va donc préparer l'échantillon pour le passer en RMN. On va prélever une goutte de produit synthétisé, auquel on va rajouter 0,7 ml de chloroforme de terré, le solvant. On va veiller à bien homogénéiser la solution, donc en mélangeant. On transvase le tout dans notre tube RMN à l'aide d'une pipette. Un spectromètre de RMN est composé de 3 éléments, un aimant supraconducteur, une console électronique et une station de travail pour piloter le spectromètre. Lorsqu'on tourne un aimant sous des boussoles, elle s'oriente selon les lignes de champ magnétique de l'aimant. Le courant électrique qui alimente la bobine engendre un champ magnétique qui agit sur les aiguilles des boussoles et les oblige à s'orienter selon les lignes de champ. Ici, le champ magnétique est constant. En raison de l'intensité extrêmement élevée du courant électrique qui alimente l'électroaimant, le champ magnétique de ce courant est extrêmement intense. 10 000 fois le champ magnétique terrestre. Avec les deux blocs de fer qui pèsent ensemble 9 tonnes, le champ magnétique est multiplié par 5 et l'intensité de ce champ passe à 50 000 fois le champ magnétique terrestre. L'aimant supraconducteur va nous permettre d'avoir un champ magnétique très intense. Ici, il est de 9,4 Tesla, ce qui correspond à 200 000 fois le champ magnétique terrestre. En conséquence, aucun objet métallique mobile, sensible à l'aimantation, ne doit être introduit dans une pièce où règne de tels champs magnétiques. Pour obtenir un champ aussi intense, on a une bobine qui baigne dans de l'hélium liquide, donc refroidi à 4 degrés Kelvin, moins 269 degrés Celsius. Cette cuve d'hélium liquide est entourée d'une double paroi de vide très poussée, d'une autre cuve concentrique d'azote liquide à 77 K, et encore double paroi de vide très poussée. L'échantillon est introduit à l'intérieur de l'aimant, il est à température ambiante et il arrive en haut de la sonde où il y a, à température ambiante aussi, les bobines de radiofréquence. Et cette sonde est placée au centre du champ magnétique B0. Lorsqu'on introduit l'échantillon à l'intérieur de l'aimant, les petits noyaux des protons qui ont un spin de 1,5 vont avoir deux orientations possibles, parallèlement ou antiparallèlement au champ B0. Cela correspond à 2 niveaux d'énergie. Pour observer le phénomène de résonance magnétique, on va exciter les noyaux grâce à une onde de radiofréquence qui va nous permettre de faire basculer les noyaux de plus basse énergie vers le niveau de plus haute énergie. Cette radiofréquence, elle va être appliquée pendant quelques microsecondes. À l'arrêt de cette impulsion, les noyaux qui sont passés sur le niveau de plus haute énergie vont revenir à l'équilibre par des phénomènes de relaxation. Lors de leur retour à l'équilibre, ils vont restituer l'énergie qu'ils ont absorbée. C'est ce qu'on va détecter et c'est ce qui va nous donner ce spectre de RMN. Le champ perçu par chaque proton de la molécule va être différent suivant son environnement chimique et magnétique. Donc en fait, chacun ne va pas percevoir exactement le champ B0, mais un champ qui va être caractéristique de son environnement chimique. Donc on va avoir des déplacements chimiques différents suivant la position de chaque proton dans notre molécule. On peut faire l'acquisition à proprement parler du spectre. L'enregistrement dure quelques dizaines de secondes. On va faire 16 scans, ce qui nous permet d'avoir un rapport signal sur bruit suffisant pour pouvoir détecter le produit. À la fin, on obtient un signal en fonction du temps. C'est une sinusoïde amortie. Nous, ce que l'on souhaite, c'est avoir le signal en fonction de la fréquence. On va faire pour ça une transformée de Fourier. Le déplacement chimique est exprimé en ppm, partie par million. C'est une unité qui nous permet de nous affranchir du champ magnétique sur lequel a été enregistré le spectre de la molécule. Donc on va chercher les signaux caractéristiques de ce produit. On a tout d'abord le CH3 qui est en alpha du CO. Il n'a pas de voisin, il doit sortir sous forme d'un singulier et son déplacement chimique caractéristique est à 2 ppm. Les 2 protons
en position 1, en alpha de l'oxygène, on voit que nous avons un massif à 4,1 ppm. Ces protons 1 ont 2 protons voisins qui sont portés par le carbone 2, donc ils vont sortir sous forme d'un triplet. Les protons 2 ont donc 3 voisins, ils vont sortir sous forme d'un quadruplé. Et on voit bien à 1,5 ppm un massif qui correspond à un quadruplé. Nous avons ensuite les 2 CH3, ces 6 protons sont équivalents et ils ont un voisin. Ils vont donc sortir tous les 6 au même déplacement chimique sous la forme d'un doublet à 0,9 ppm. Il nous reste le proton 3, lui il a donc en position 4, 6 protons équivalents voisins et en position 2, 2 protons équivalents voisins. Il va donc sortir suivant la règle de multiplicité sous la forme de 9 raies et effectivement nous voyons bien à 1,65 ppm un massif qui correspond à 9 raies. Si nous comparons à l'écran les deux spectres, nous voyons donc bien que le massif qui a le plus été déplacé, c'est le CH2 en alpha de la fonction alcool ou ester.